bon mardi midi plutôt. Bonjour Dr Roy, je vous dérange un petit 15 minutes dans votre journée aujourd'hui pour parler de l'apnée du sommeil. C'est encore, je pense, un peu méconnu. Souvent, on dort mal, on a des mauvaises nuits, puis on ne sait pas trop ce que ça peut être, mais l'apnée du sommeil, c'est quoi précisément? L'apnée du sommeil, c'est, si on fait ça là, sommairement, c'est une obstruction au niveau des voies respiratoires. OK. Tout simplement. C'est un arrêt presque complet ou partiel de la respiration. Donc, il passe moins d'air. Donc, ça entraîne une baisse d'oxygène et des micro-éveils qui fait qu'on se réveille subitement. Parce qu'on manque d'air, c'est ça qui arrive. C'est ça. Et ça, c'est plusieurs fois pendant une nuit. Tout individu peut faire en moyenne 5 arrêts respiratoires à l'heure. Ça, c'est considéré comme normal. Ah, OK. Ouais. Ça, à ce moment-là, on ne fait pas d'apnée. On ne fait pas d'apnée. OK. Donc, quand on voit quelqu'un, un patient qui nous est référé pour suspicion d'apnée, bon, la première chose, c'est le questionnaire. C'est de voir les symptômes que le patient a. Comme ceux qui font de l'apnée, souvent ont un problème de sommeil, ont un sommeil très fragmenté, ça veut dire beaucoup d'éveil la nuit, difficulté à se rendormir, ont souvent des ronflements. Oui, OK. Pas la majorité, il peut y avoir une certaine catégorie de patients qui vont faire de l'apnée du sommeil sans ronflement. Ah, OK. Surtout les femmes. Qui ronfle? Non, les femmes, une femme, ça ne ronfle pas. Ah, c'est vrai! Je sais pas de quoi Ça vous va faire de parlez. l'insomnie, mais ça ne ronfle Ça pas. ronfle pas. OK, mais donc une femme qui ronfle, elle est mieux de consulter. Oui, définitivement. Mais Ça quelqu'un qui ronfle beaucoup, est-ce que ça peut être un signe, juste déjà ça, assez important pour dire je vais aller consulter, voir si Donc, je fais le l'apnée? ronflement, c'est une cause très fréquente de consultation. OK. Parce qu'il faut dire qu'un couple sur 4 fait chambre à part à cause du À ronflement. cause de ça, ben oui. Mais ça ne veut pas dire que tous les ronfleurs, on dit qu'il y a à peu près 80% de la population qui va ronfler un jour ou l'autre. Sans faire d'apnée pour Sans autant. faire d'apnée. Il y a à peu près 4 à 5% des ronfleurs qui vont faire de l'apnée. C'est ceux-là qu'il faut diagnostiquer et traiter. OK. Donc, à la maison, les gens qui regardent, quels signes ils devraient regarder pour se dire OK, Pour je vais aller commencer, consulter? on a un sommeil non réparateur. On se réveille On a fatigué. du ronflement. OK. Il se réveille fréquemment. Puis c'est confirmé par le conjoint, la conjointe qui fait des arrêts respiratoires durant la nuit. Ça, c'est-à-dire qu'on entend. Puis qu'à un moment donné, il y a une sensation d'étouffer. Puis OK. il se tourne de côté, puis il continue à dormir. OK. Et on se réveille vraiment fatigué aussi, hein? Ou on se réveille fatigué, souvent avec des maux de tête le matin. OK. Puis souvent, il y a des patients qui vont nous rapporter qui ont des transpirations sévères la nuit. Ah, OK. Oui, ça a considéré aussi. Puis comme conséquence, dans le jour, c'est des patients qui ont de la somnolence. La somnolence diurne excessive. Ils peuvent s'endormir en plein milieu d'après-midi. Moi, j'ai même des patients qui me contaient que sur l'heure du dîner, au lieu d'aller manger, ils allaient se coucher. Ah, parce qu'évidemment, il manque de sommeil. C'est ça. Oui, ça va amener de l'irritabilité, j'imagine. Oui, aussi. ça amène l'irritabilité, la difficulté à se concentrer, troubles de mémoire. OK. Donc, c'est tous des effets secondaires de l'apnée qu'on peut s'allumer une lumière pour dire OK, je vais aller consulter. Et quand on vient consulter, comment vous diagnostiquez que c'est bel et bien ça? Est-ce que vous faites des tests nocturnes? La première chose, il faut faire une bonne investigation de notre patient, parce que c'est sûr qu'il y a des patients beaucoup plus à risque. Patient qui vient hypertendu, patient obèse, Ouais. c'est toujours la première cause qu'on a, mais les femmes, c'est moins fréquent. OK. Les patients obèses, c'est beaucoup plus une malformation au niveau du système d'ORL. OK. À ce moment-là, vous Avec faites le pas... questionnaire, là, Ouais. on détermine si on a besoin de faire une investigation. C'est soit une polygraphie cardio-respiratoire, c'est un test simple pour déterminer les arrêts respiratoires, la baisse d'oxygène et les ronflements. Et ça, vous faites ça 2 jours ici ou bien vous prêtez une machine pendant la nuit? Le patient va faire le test à domicile. Pendant qu'il dort. Mais l'inhalothérapeute va lui expliquer comment installer l'appareil OK. et il nous le rapporte le lendemain matin. Là, on sort les données et on analyse les données pour sortir nos résultats. OK. Il faut se souvenir que notre diagnostic, c'est le nombre d'arrêts respiratoires à l'heure. Donc, si dans nos résultats, on a un patient qui a un index d'arrêt respiratoire à l'heure de 5 ou moins, c'est considéré comme normal. Entre 5 et 15 arrêts respiratoires à l'heure, on considère que c'est de l'apnée léger. Entre 15 à 30, on dit que c'est modéré, et en haut de 30, c'est sévère. OK. À l'heure, là, on s'entend. Ouais. C'est toujours quelques secondes là, quand on dit 15 à 30. On peut avoir des arrêts respiratoires complets ou partiels, comme je mentionnais, qui peuvent durer il faut que ce soit au moins plus que 10 secondes OK.
pour être vraiment comptabilisé. Mais fréquemment, là, c'est entre 15 et 20 secondes. Et la machine analyse tout ça, donc le lendemain, ensuite, vous êtes capable de dire, OK, vous en faites de façon plus sévère ou partielle. Puis après ça, on règle ça comment? C'est pas par de la médication là, qu'on règle ça. La médication, c'est en dernier lieu. Ça. OK. La première des choses, c'est faut qu'on rencontre notre patient et comparer les résultats de l'examen avec ses symptômes. Parce que moi, j'ai déjà vu des patients qui, sur mon appareil, me donnaient de l'apnée sévère, mais ils n'ont aucun symptôme. Tout ce qu'il y avait, c'est comme ronflement. Donc, notre traitement ne sera pas nécessairement le même. OK. S'il dort bien quand même, puis il n'y a pas les effets... Il faut aussi considérer la comorbidité. On sait que l'apnée du sommeil, il y a beaucoup plus d'hypertension dans l'apnée du sommeil, maladie cardiaque, accident cérébrovasculaire, et surtout le diabète. OK, donc même si on dort bien malgré l'apnée du sommeil, on peut quand même avoir ces... Parce que souvent maintenant, on est rendu à dire qu'un patient qu'on rencontre dans notre bureau, quand on fait un diagnostic de diabète, on va vérifier s'il fait de l'apnée du sommeil. Okay. Et l'inverse aussi. OK, c'est vraiment interrelié, donc on peut aller trouver d'autres problématiques. Les patients non traités, c'est sûr aussi qu'on augmente le nombre de risques d'accidents de la route. Parce qu'ils peuvent s'endormir? Oui. Oh. Et quand on dit le traitement, c'est sûr que la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est ces masques-là qu'on voit, évidemment, de plus en plus quand on parle d'apnée du sommeil. Ça se trouve être la solution, ça? Oui, puis non, c'est un ensemble, le traitement. La première des choses, il faut envisager le poids. OK, donc perte de poids. Un individu qui a un indice de masse corporelle en haut de 30, c'est sûr que la première chose, on va lui dire, il y a une perte de poids. 10 à 15 kilos si possible. Mais juste la perte de poids, ça va aider. On ne dira pas, on va attendre que tu pèses ton poids, puis après ça, tu vas revenir nous voir. Si c'est pas complètement rétabli, là, on va faire un traitement. Parce que ces individus-là, souvent, sont fatigués. Ils ne sont pas capables de s'entraîner pour perdre du poids. C'est un cercle vicieux, là. Donc, il faut les aider aussi. Donc, souvent, on va commencer le traitement avec un appareil à pression positive. Ça, parce que là, c'est celui-là qui cache le nez, qui englobe le nez et la bouche. Il y en a juste pour le nez aussi. Les plus populaires, c'est ceux-là qui sont ce qu'on appelle nous autres narinaires. C'est juste au niveau des narines, du nez, qui envoie une pression d'air, qui empêche les voies respiratoires de se fermer. Le taux d'oxygène reste normal et moins d'arrêt respiratoire et de ronflement. Donc, on met ça, il y a de l'oxygène qui passe parce qu'il y a Non, c'est de l'air. C'est de l'air, mais il y a quelque chose de branché qui est à l'arrière. Puis branché à l'appareil. OK. Donc, on met ça toute la nuit. Oui. Puis, en principe, à ce moment-là, ça évite l'apnée du sommeil. Mais ça paraît simple. Mais de le tolérer. Il faut aussi investiguer les problèmes connexes. Un patient qui fait une rhinite allergique, exemple, qui a une congestion nasale chronique, on aura beau lui prescrire le traitement. Si on ne traite pas son problème de congestion nasale, c'est un échec garanti en dedans de 2 mois. OK. Donc, il faut déjà souvent, le patient va rapporter l'appareil, ça ne marche pas, puis ça va chez lui. Parce qu'on n'a pas traité vraiment fait le tour de l'ensemble. OK. Puis, qu'est-ce qu'il va faire qu'on va en prendre un bouche-nez? C'est parce que là, c'est plus ça dépend de l'adaptation du patient. OK. Est-ce que les gens ont de la difficulté à s'adapter à ce genre de masque-là? C'est une idée préconçue. Ouais. J'ai beaucoup d'individus. Moi, j'ai des patients qui me disent je pense que je vais porter ça. Jamais de la vie. Je ne Ouais. suis pas capable de dormir. Alors, moi, le meilleur exemple, je leur donne, moi, j'en fais de l'apnée. Puis vous mettez ça? Puis la première journée que j'ai mis cette masse-là, puis c'est pareil, je dis comment je vais faire m'endormir. Ouais. J'ai même pas eu le temps de finir d'y penser que je me suis endormi. Ah, c'est vrai? Fait que je n'ai pas de problème Puis avec ça vous l'appareil. réveille pas la nuit, c'est pas désagréable, c'est pas... Des fois, ça peut nous réveiller parce que ça se déplace, mais... OK. Mais ça se tolère bien. Oui. On donne le bec de bonne nuit à notre blonde, à notre chum avant, C'est ça, avant c'est de se déguiser, comme je dis. C'est sûr que c'est important d'avoir un suivi. On ne part pas avec l'appareil dans la nature, là, dire on ne voit plus jamais personne parce que ça peut se désajuster, il peut avoir des problèmes avec son masque. Mais il y a aussi l'autre traitement. Qui est? L'autre traitement qui est populaire, c'est une orthèse avancée mandibulaire. Qui tout simplement va libérer les voies respiratoires. OK. On l'utilise dans les patients qui ont un syndrome d'apnée léger à modéré. Ça, c'est quelque chose qu'on met dans la bouche? Oui. Comme un peu mouthpiece, qui va jouer à avancer un peu la mâchoire. OK. Pour dégager le front, les voies respiratoires. On met ça puis on mord dedans. C'est ça. OK. Donc, c'est moins... Mais encore là, des patients qui ont des problèmes de congestion nasale ne seront pas capables de respirer par le nez, donc il faut les traiter aussi. Ah, aussi, OK. Mais la solution, c'est vraiment avec ce genre d'appareil-là, combiné avec une perte de poids, puis combiné avec... Tout investiguer, contrôler vraiment la congestion nasale également.
Puis, il y a aussi les chirurgies, mais de plus en plus, là, c'est moins c'est pas indiqué. recommandé, C'est mieux d'essayer avec ça en premier. Et Oui. voyez-vous des résultats à court terme quand les gens commencent à utiliser ce genre d'appareil-là? Ou, Généralement, les patients sévères, là, hum? en dedans d'une semaine, Ah, même oui. 48 heures. Ils voient la Ils vont voir différence. la différence. Ah, ben c'est encourageant. Parce que les gens qui ont de la difficulté à dormir, que ça les irrite, qu'il y a des effets secondaires pour le reste de la journée, là, c'est pas le fun. Oui. Donc, ça, c'est bon. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est tous les facteurs de comorbidité qui vont avec l'apnée non traitée. Oui. Maladie cardiaque, diabète, ACV, vous avez dit? ACV et les accidents de la route. Ben oui, sont aussi. augmentés. Donc, Puis, l'autre point important, là, il y a beaucoup de personnes là, qui vont voir sur Internet. Ah, je vais l'acheter sur Internet. ouais. Même, ils vont faire la même chose avec des orthèses avancées mandibulaires. Selon les recommandations, C'est pas une bonne idée. c'est la pire chose à faire parce qu'on n'a pas de suivi, puis on ne sait pas comment installer ça. Ouais. Puis le suivi est important, surtout une orthèse avancée mandibulaire où on peut avoir vraiment une déformation Ouais. au niveau de la bouche. Ça plus prend tard. un encadrement qui Puis vient avec autre ça. chose, ça prend une prescription médicale. OK, donc, il faut Pas faire tout le monde qui attention. peut dire, moi, je vais vous Ouais. installer une orthèse avancée mandibulaire parce que le patient est venu puis il ronflait, mais on n'a pas déterminé s'il faisait de l'apnée ou non. Donc, c'est pas le genre de choses que on achète sur Internet. Non. Il faut aller consulter un médecin puis C'est vrai. Puis avoir un bon du personnel diagnostic. qualifié Pour le qui suivi. est compétent dans l'installation et le suivi. Oui, parce que souvent, si on le fait par Internet, on va acheter, on va dépenser des sous, puis finalement, ça ne fonctionnera pas, puis on va en venir en bout de ligne à aller consulter un médecin, puis avoir à réinvestir encore. Donc, Puis- on est mieux de le faire dès le départ. L'autre chose aussi à mentionner, des fois, on voit des patients qui font de l'apnée puis qui arrivent avec un appareil. Comme, ben mon beau-frère en faisait, mais là, il a décidé qu'il en Ah, faisait fait qu'il plus, me il l'a a arrêté, prêté. il me l'a donné. Mon père est décédé, puis j'ai eu son appareil. Qui c'est pas. Ça ne jamais faire. Non, à cause de. Ben, il y a un problème d'hygiène aussi. Ben ouais, c'est ce que je me disais après ma barre. Puis si son père était fumeur, puis lui est non-fumeur, Non. ouais. Non, je pense que j'aimerais mieux en avoir un œuf. Donc, définitivement. Hey, là. on parle des adultes, mais ce qui est intéressant de parler aussi, c'est du fait qu'il y a des enfants qui sont atteints Oui. d'apnée du sommeil. C'est un problème qui est oublié. Ouais. C'est malheureux. Bon, on pense pas Parce à qu'on ça, parle hein. toujours des adultes, mais on Ouais. ne parle pas du problème chez les enfants. Est-ce que c'est héréditaire? Ben, ça peut être héréditaire. C'est sûr que s'il y a un problème d'obésité dans la famille, oui. OK. Mais l'apnée du sommeil, là, chez les enfants, Ouais. là, entre 3 et 8 ans, là, c'est la période où vraiment Ah, on va ouais. la diagnostiquer. Comment on va le voir? C'est les mêmes Parce signes? que la première chose, c'est un trouble de sommeil. OK. Donc, il dort C'est pas la bien. même chose. OK. Il dort pas bien, il y a des réveils fréquents, parce qu'il y a une obstruction nasale. Il faut dire qu'à cet âge-là, les enfants font beaucoup d'infections des voies respiratoires Oui. supérieures. Ouais. Donc, ça crée à la longue une augmentation des amygdales au niveau du pharynx OK. et une augmentation des végétations, des tissus mous au niveau de la paroi nasale. OK. Donc, ça crée une obstruction qui entraîne L'apnée. des problèmes, oui, qui OK. entraîne l'apnée, les arrêts respiratoires, ce qui entraîne en même temps une diminution de l'oxygène au niveau des cellules, qui entraîne des conséquences des enfants qui dorment mal, qui bougent beaucoup la nuit, qui cherchent une position pour pouvoir respirer, qui vont dormir la bouche ouverte. OK. Puis les conséquences dans le jour, ben, c'est des enfants qui ont la somnolence dans le jour, Ouais. qui ont les sont troubles de irritables. concentration Ouais. à l'école, OK. qui sont irritables, La croissance aussi, qui j'imagine? vont pas avoir un retard de croissance. OK. Donc, c'est sérieux? Il faut aussi penser aux problèmes d'allergie qui se développent dans ces années-là. Ouais. Et l'autre problème, on est rendu à dire que les enfants qui font de l'apnée du sommeil et l'hyperexcitabilité, de plus en plus, un patient qu'on commence à traiter pour un syndrome d'hyperexcitabilité avec une médication, on devrait évaluer s'il ne fait pas de l'apnée du sommeil. OK. Donc, souvent, on va aller vers TDAH, pensant qu'il y ait trouble déficit Il d'attention, faudrait- hyperactivité. Il ouais. faudrait peut-être regarder au départ si c'est pas l'apnée du sommeil qui cause ce manque de concentration-là et cette excitation-là. Fait que c'est sûr que ça entraîne un paquet de problèmes d'apprentissage. Donc, le traitement, on pourrait dire, ouais, mais on va leur mettre un appareil comme ça. Non, ça, c'est pas le premier traitement. Oh, Parce non. que la plupart du temps, c'est une obstruction des voies respiratoires par les amygdales Donc- et les végétations. Donc, on enlève les Quand c'est amygdales. démontré, OK. on les opère, puis dans 90% des cas, C'est réglé. ça va régler le problème. Mais quand on était jeune, dans mon temps, la plupart des jeunes se faisaient enlever les amygdales, chose qu'on fait plus beaucoup aujourd'hui. Oui, mais c'était pas pour la même raison. Non, c'est pourquoi dans notre temps, disons, tout le monde les faisait enlever? Il avait mal à la gorge, faisait une page, faisait une amygdalite, Ok. il avait les amygdales. On fait plus ça. Là. Non, non.
Non. Parce qu'il y a quand même un danger incident à ça. Ouais, OK. Mais aussi, il faut évaluer que ces enfants-là ont fait de la rhinite allergique. Fait que si on les opère pour les amygdales, les végétations, mais qui restent avec un problème d'allergie, il faut aussi traiter le problème d'allergie pour la congestion nasale. Puis il faut aussi considérer que les prématurés ont beaucoup plus de chances de développer de l'apnée du sommeil. Ah oui? Oui. Puis naturellement, les enfants obèses. OK. Donc, ce sont des préalables, des fois, qu'il faut regarder. Et si notre enfant normal est irritable et de la difficulté à se concentrer, d'investiguer de ce côté-là pour aller l'identifier. Puis... Dans le fond, les premières personnes qui vont constater les problèmes, ce sont les parents. Oui. Parce qu'il y a une difficulté de sommeil. Il existe même des questionnaires bien simples qu'on peut faire là, pour vraiment déterminer s'il y a des problèmes. Okay. Puis à ce moment-là, eux autres vont pouvoir consulter pour aller plus loin. Puis l'investigation, c'est vraiment le questionnaire, l'examen. Ouais. Le traitement, mais les appareils, ça, c'est si vraiment on n'a pas de succès, il y a une petite catégorie d'enfants qui vont avoir besoin de l'appareil en dernier recours. Puis il y a une petite catégorie d'enfants aussi qui va avoir besoin d'une polygraphie cardio-respiratoire. Mais c'est la minorité. OK. Polygraphie, c'est le test de nuit, le test qu'on parlait tout à l'heure. OK. Ou des fois, il faut aller plus loin avec une polysomnographie en laboratoire à l'hôpital. Mais c'est un peu plus complexe. Mais c'est bon à savoir parce que c'est pas mal entre 3 et 8 ans de bien surveiller nos enfants. Est-ce que l'apnée guérit si on a traité notre enfant? Ah, ouais? Ouais. Des statistiques nous disent que si les enfants sont opérés avant l'âge de 7 ans, 6 ans pour les amygdales, on a plus de chances d'avoir un succès dans notre apnée. Ce qui veut dire qu'il n'en fera pas à l'âge adulte. Il n'en fera plus, puis il n'en fera pas à l'âge adulte non plus. Mais ça prend quand même un suivi parce qu'il peut en développer. Puis, ils peuvent-tu recommencer à faire de l'apnée? Oui. Si, mettons, autour de l'âge de 12-13 ans, ils développent des nouvelles allergies, ils commencent à faire de l'asthme, obstruction nasale, oui, ils peuvent recommencer à faire de l'apnée. Donc, le suivi est important. Comme un adulte qui n'en a jamais fait de sa vie peut commencer à en faire autant à 30 ans qu'à 50 ou à 60. Parce qu'on a toujours le problème d'obésité. C'est beaucoup relié à ça. Les facteurs environnementaux, les facteurs d'anxiété, de stress, les allergies qui sont toujours présentes. Les gens allergiques saisonniers sont plus susceptibles d'en faire? Ben, les allergies plus fréquentes, c'est pas compliqué. C'est les acariens, donc c'est des allergies à la nuit, les animaux. Puis l'été, ben, c'est les pollens, comme on avait mentionné l'autre jour, là, 3 périodes dans la nuit. Ça peut amener vers l'apnée du sommeil. Bon, on va s'analyser pendant la nuit pour être sûr qu'on dort bien, mais c'est surtout de ne pas hésiter à consulter quand on dort pas bien, quand on pense qu'on a quelques-uns de ces signes-là. On est mieux de prévenir et de guérir, si c'est le cas, pour pouvoir mieux dormir et avoir après ça une meilleure qualité. Surtout chez les enfants. Bien, les enfants, oui, vraiment. Il y a tellement d'enfants actuellement qui sont diagnostiqués TDAH. Je ne dis pas que... Il y a une augmentation incroyable. Mais il y a quand même un pourcentage qui aurait mérité une investigation plus approfondie. Oui, parce que si on peut traiter l'apnée du sommeil... Oui, parce que c'est quand même pas léger comme médication. Parce que les enfants qui sont traités de TDAH, là, qui ont des retards de croissance, qui ont des problèmes de sommeil, oui, la médication peut en causer, puis qui ont des végétations, puis qui ont des grosses amygdales, il y en a beaucoup. Donc, on pourrait le régler de cette façon. Mais à l'ère moderne, là, on traite le TDAH. Ben, on va direct... on dit qu'avec sa pilule, là, il va se concentrer comme il faut. Puis il y a des options avant ça. Hein? C'est ça. Il y a des options à investiguer avant, du moins, pour s'assurer que c'est pas autre chose. Puis tant mieux si on peut trouver que c'est autre chose, puis le régler, puis pas être obligé d'aller vers une médication de TDAH. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup, Dr. Roy. N'hésitez pas à commenter, à liker. Puis si vous avez des questions aussi, posez-les sur le live. On va s'assurer d'y répondre. Et si vous pensez que ça peut aider, puis informer ou sensibiliser des gens dans votre entourage, n'hésitez pas à le partager également sur votre fil d'actualité. Merci beaucoup, Dr. Roy. À la prochaine. Bonne journée. Au revoir.